Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des économistes, créé par Jacques Garello et dirigé par Olivier Mérès, diffusé en direct mercredi 1er février 2017 de midi à 13h30. Il est diffusé en différé jeudi 2 dans la nuit de minuit à 1h30, dans l'après-midi de 16h à 17h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Mesdames, Messieurs, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. Vous êtes à l'écoute du Libre Journal des économistes, une émission dirigée par moi-même, Olivier Mérès. Conseil en stratégie d'entreprise et toujours publicitaire, ça ne s'oublie pas, c'est comme le vélo. C'est donc le magazine ultra-néo-turbo-libéral sauvage de Radio Courtoisie, ce qui dans ma bouche veut simplement dire que nous sommes libéraux et que nous l'assumons fièrement. Le thème de l'émission du jour, c'est la monnaie, privilège régalien ou marchandise concurrentielle. Et mes invités aujourd'hui sont Emmanuel Gave, Fred Aftalion et Fergan Aziari, que je vais vous présenter un petit peu plus longuement dans un instant. Nous parlerons bien évidemment de l'actualité économique et politique qui est assez riche, mais nous n'allons pas tarder à lancer un petit peu le débat. Donc cette émission était diffusée en direct, donc si vous l'écoutez dans la tranche de diffusion midi 13h30, sachez que vous pouvez poser vos questions au secrétariat de Radio Courtoisie. Sur le site internet radiocourtoisie.fr, Radio Courtoisie en un seul mot, par courriel à courtoisie@radiocourtoisie.fr, par téléphone au 01 46 51 00 85, et si vous disposez encore d'un télécopieur ou d'un fax, télécopieur, je crois que c'est plus français que oui, en composant le 01 46 51 21 82. Auquel cas, d'ailleurs, je vous demande d'écrire au marqueur assez épais et assez gros, parce que souvent j'ai du mal à lire. Alors, on a l'impression que je ne sais pas lire. Si, je sais lire. C'est seulement que ça ne sort pas toujours très nettement sur les télécopieurs. Alors, Emmanuel Gave, vous êtes titulaire d'un DEA de droit des affaires et ainsi qu'un, rappelez-moi ce que c'est, de Duke University. C'est un master en droit, de droit américain. Voilà, master de droit américain. Donc, vous êtes lauréate du barreau de Paris. Avocate, donc vous avez prêté serment en 96 et vous êtes la directrice exécutive de l'Institut des Libertés. Voilà. Qui est un think tank libéral. C'est une société de pensée, attention. Ah oui, car nous sommes sur Radio Courtoisie, et donc la radio de la francophonie, donc une société de pensée libérale, ou un laboratoire d'idées, je ne sais pas, pardon. Oui, un laboratoire d'idées, c'est joli de pensée, voilà, oui. Alors rappelez-nous peut-être un petit peu quelle est la mission et la vision, l'ambition de l'Institut des Libertés, qui fait partie de la vingtaine au moins ou trentaine d'instituts et associations libérales françaises, disons, et quelle est sa spécificité, puisque chaque association a son... J'aurais tendance à dire que sa spécificité est partie d'un constat français, c'est que beaucoup de think tanks essaient de changer la vision des hommes politiques, et ce n'est pas du tout ce que nous cherchons à faire. Nous cherchons beaucoup plus à parler en termes d'éducation et essayer de s'inscrire un petit peu dans le débat public, mais le débat public des Français. Essayer d'imaginer qu'on pourrait influer sur un homme, tel ou tel homme politique pour lui faire changer de politique, je pense, c'est mal les connaître. Il nous est beaucoup plus intéressant d'essayer de nous programmer pour avoir des dialogues avec des Français tout à chacun et essayer de changer la pensée, parce qu'on sait tous comment l'économie a été enseignée au lycée ou même en fac. Et toute cette pensée keynésienne a séché les bases et pourtant... Quand elle n'est pas marxiste, d'ailleurs. Mais... Oui, mais souvent, ça se recoupe. Oui, c'est ça, ouais. Et pourtant, très souvent, à l'instinct, les Français savent très bien ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et donc, je pense qu'apporter
on apporte notre petit grain, voilà, on essaie de faire comprendre à notre façon, c'est vrai, un biais économique, peut-être un biais un peu plus financier, mais essayer de le faire avec gentillesse et puis en restant humble et en essayant de faire passer ce message libéral et en essayant de le rendre moins démoniaque que ce qu'il apparaît dans les grands journaux, parce que sinon on mange des enfants au petit déjeuner et ça, on aimerait bien changer cette perspective. Voilà. Bien sûr, rappelons que sur le site de l'Institut de la Liberté, on trouve les articles de Charles Gave, bien sûr, de Jean-Jacques Netter, d'Emmanuel Gave, ainsi que d'autres. Et maintenant, nous avons ouvert la semaine dernière une section géopolitique qui sera dirigée par Jean-Baptiste Noé, et qui va nous permettre aussi de développer peut-être un nouveau continent de pensée, parce que la géopolitique c'est vaste, et je trouve ça intellectuellement intéressant aussi de développer cet aspect libéral vers d'autres continents. Voilà. Parfait. Jean-Baptiste Noé, qui hélas nous ne pouvons pas inviter cette année puisqu'il a cours le mercredi, il a monté une école, 13h30. C'est vrai. Mais bon, nous l'avions invité l'an dernier. Qui vient de sortir d'ailleurs un livre, je crois, sur l'école qui s'appelle, peut-être l'avez-vous en tête? Je connais la géopolitique du Vatican. Non, ça bien sûr, oui, mais il en a sorti un récemment. Mais j'en parlerai de toute façon, même hors de sa présence, lors de l'émission du 29 mars, où j'invite Dimitri Casali, et où nous parlerons beaucoup d'école et d'histoire. Très beau sujet aussi. Voilà. Alors, et vous parlez aussi de gastronomie, je crois, sur le site de l'Institut de la Liberté, mais c'est très anecdotique. Nous avons un membre éminent qui s'appelle François Brocard, qui est un homme extrêmement cultivé et qui adore nous écrire des papiers une fois par mois. En général, je les passe le vendredi pour se détendre, sur justement les historiques de certains plats. Alors, il nous a fait la ketchup, parce qu'il paraît que c'était une sauce. Alors, il nous fait comme ça. Alors, il essaie de le mettre, de le remettre un peu en sauce, c'est le cas de le dire, politique, essayer d'avoir des biais différents. Voilà, ça détend. Il ne faut pas parler que d'économie non plus. Ça permet de là, c'est une vraie spécificité, là, pour le coup, de l'Institut des Libertés. Ah oui. Mais c'est parce que c'est la personne qui a fait la section. François Brocard, il est passionnant. Vous pouvez l'écouter des heures, parler de gastronomie. Et puis, on est en France. Voilà, tout à fait. Alors, Fred Aftalion, vous êtes de retour après trois émissions, alors que les auditeurs de Radio Courtoisie étaient manqué, malheureusement. Habitués. Mais d'ailleurs, vous m'aviez confié que vous étiez désolé de rater l'émission avec Charles Gave que nous avions faite. Oui, en effet. Vous aviez J'espère que ça se rattrapera pas. Parce que vous l'admirez beaucoup, en tant qu'administrateur de la Maison de la Chimie et lauréat du prix Franklin Lavoisier pour votre histoire de la chimie, vous étiez obligé d'être à la Maison de la Chimie, enfin tenu en tout cas d'être à la Maison de la Chimie. Qui est devenue fameuse parce que, comme vous savez, c'est là que M. Fillon a reçu son couronnement lorsqu'il a été désigné comme candidat. Oui, alors de moins en moins fameuse, hélas, mais bon. Espérons qu'elle reste juste fameuse et non pas infameuse. Voilà, c'est ça, espérons. Donc vous êtes ingénieur, vous êtes administrateur de la Maison de la Chimie, vous avez été administrateur de Total Chimie, vous avez aussi été membre de la Société Pellerin et même vice-président de la Société du Mont Pellerin, vice-président de l'ALEPS, donc vous êtes toujours administrateur, officier de la Légion d'honneur, et vous avez écrit plusieurs ouvrages prenant position contre l'interventionnisme de l'État dans l'industrie et dans l'écologie. D'ailleurs, vous nous parlerez tout à l'heure un petit peu du prochain article que vous publiez dans le bulletin de l'ALEPS, qui paraîtra les abonnés le recevront dans quelques jours, qui s'appelle, je crois, Économie, Sciences et Écologie. Exactement. Voilà, ça fait donc bien. Fergan Azihari, enfin, qui est coordinateur pour European Students for Liberty en région parisienne, collaborateur chez Young Voices et contributeur régulier pour l'Institut Ludwig von Mises aux États-Unis. Et vous êtes chargé de mission pour l'École de la Liberté, plateforme dédiée à la diffusion de contenus universitaires pour redonner aux étudiants en sciences humaines le plaisir des sciences humaines, c'est-à-dire s'ils ont été dégoûtés par les analyses structuralistes, marxistes, keynésiennes, etc., qu'ils ont rencontrées dans leur université en sciences humaines. Ils vont sur le site www.écoleliberté, sans accent en un seul mot, .fr, et là ils vont trouver des centaines de ressources toujours de grande qualité, c'est-à-dire sélectionnées, aussi bien des livres
des livres en ligne, sous format de fichier PDF par exemple, que des audios. Des livres audio. Des livres audio, voilà, oui. Des cours vidéo, donc on dit en anglais des MOOC, mais on va traduire des cours en ligne. En ligne, sur lesquels on peut s'inscrire et suivre un véritable cursus, etc. Enfin, voilà. Et vous êtes aussi un rédacteur très prolixe, d'excellents articles. Voilà, je sais pas, est-ce qu'il y a un des 22 articles que vous avez écrits ces 3 derniers jours que vous voudriez promouvoir à l'antenne de Radio Courtoisie? On va sans doute parler de monnaie. Et effectivement, j'ai publié sur les publications Agora plusieurs articles sur l'euro, puisqu'on a fêté les 15 ans de la monnaie unique il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on aura l'occasion de revenir peut-être sur les questions monétaires. Bien sûr, voilà. C'est le sujet du débat, et d'ailleurs nous n'allons pas tarder plus longtemps, je dirais, à parler de ça. Alors je rappelle, le sujet de l'émission, c'est la monnaie, privilège régalien ou marchandise concurrentielle. Alors en d'autres termes, c'est peut-on et doit-on privatiser la monnaie, disons. C'est évidemment un débat qui est assez théorique. Il n'est pas prévu que dans les 5 ans, le prochain quinquennat, disons, la monnaie soit privatisée. Donc on peut dire que ces deux possibilités concernant la monnaie, disons, concernent des échéances de temps qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Malheureusement. Oui, alors bon... Et donc, alors je crois qu'Emmanuel Gave est monétariste peut-être dans l'école de Friedman, c'est-à-dire que vous considérez que c'est à l'État peut-être de gérer. Alors je vais vous laisser, enfin à moins que vous préfériez que ce soit Fergan qui introduise. Non, alors j'ai aucun problème pour introduire. Alors voilà, si on doit parler de la monnaie, la première chose qu'on doit faire, c'est essayer d'expliquer pourquoi la monnaie aurait une valeur. Or, la première chose qu'on sait, c'est qu'il est très difficile de déterminer pourquoi les choses ont une valeur, pourquoi la monnaie a une valeur, qu'elle soit basée sur l'or, le coquillage, l'argent ou le papier. La chose qui sert à mesurer la valeur, personne ne sait pourquoi elle a de la valeur. Alors, philosophiquement, il y a 3 biais d'explication. On a d'abord l'explication de Platon qui nous dit, voilà, la monnaie a une valeur parce que c'est une convention entre les parties, c'est un contrat synalagmatique, c'est un échange. C'est recevable. La deuxième explication est celle d'Aristote qui nous dit, voilà, la monnaie a une valeur parce que c'est fondé sur son coût de production. Mais on sait depuis l'école autrichienne du 19e siècle qu'on ne peut pas baser la valeur des choses sur le coefficient travail, que c'est une ineptie. On a vu ça avec l'échec du marxisme. Donc retenir la définition d'Aristote n'est pas non plus acceptable. Donc il nous reste la troisième, qui est ma préférée, qui est celle du Christ, qu'on a vue, qui selon Saint Luc nous a été relatée, qui est Jésus, quand les pharisiens l'avaient adossé à cette idée, est-ce qu'il faut payer l'impôt à César, avait retourné la pièce, avait dit, il faut rendre à César ce qui est à César. En cela, il nous dit que la monnaie appartient à l'État, c'est un bien régalien. Il faut laisser à l'État ce qui est à l'État, il faut rendre à César ce qui est à César. Et donc, pour moi, en tout cas pour nous, à l'Institut des Libertés, la monnaie est un bien commun. C'est l'État qui assure la gestion, de façon normalement décentralisée et indépendante du pouvoir politique, et personne ne la possède. Voilà. Alors c'est assez difficile, cette idée selon laquelle ce serait le pouvoir politique, mais d'une manière indépendante du pouvoir politique. Alors je sais que la Nouvelle-Zélande a réussi une belle performance avec notre ami Frédéric Sauté qui à l'époque était conseiller, je crois, de la Banque de Nouvelle-Zélande, qui était d'indexer le salaire du gouverneur de la Nouvelle-Zélande sur la faible inflation. Alors immédiatement l'inflation était de 0 puisque si vous inscrivez dans votre constitution, dans la constitution d'un pays, que votre banque centrale est indépendante du pouvoir politique, constitutionnellement, comme ça a pu être fait par le passé par la Bundesbank, vous réglez ce problème-là. Ce problème d'indépendance entre une banque centrale et le pouvoir politique. Les deux, dans un monde idéal, on réfléchit dans un idéal, devraient être indépendants. C'est bien sûr un des 5 fondamentaux d'une monnaie saine et... C'est ce qui se passe en Amérique. la Falion. Ça se passe bien en Suisse, ça s'est passé pendant un moment en Allemagne avant l'euro, ça se passe au Canada. Aux États-Unis, ça se passait bien sous le Faulkner et ça s'est un peu moins bien passé sous Bernanke, on va dire. Ouais.
Alors, Fergan Aziari, il vous appartient de lancer le débat. Ensuite, on parlera un petit peu de l'actualité économique et politique, mais on espère, en lançant ce débat, susciter les premières questions de nos auditeurs sur le sujet, parce que sinon, ils vont nous envoyer des questions uniquement sur Fillon et sur... Voilà, donc, alors, Fergan Aziari, oui, qu'est-ce que vous dites sur la marchandise concurrentielle ? Je pense qu'il est possible d'identifier les critères qui, aujourd'hui, fondent les qualités d'une bonne monnaie. Une monnaie, c'est une marchandise qui a justement la particularité d'être extrêmement liquide, d'être très liquide. Et les critères qui confèrent à ces biens une liquidité exceptionnelle, il me semble, sont connus des économistes. Il y a d'une part la rareté, bien évidemment. Une monnaie est d'autant plus utile qu'elle est rare, qu'elle permet de sauvegarder le pouvoir d'achat. Sa durabilité, sa transportabilité, sa divisibilité. Et tout cela fait que les biens sont plus ou moins liquides. Et donc je serais un peu plus sceptique vis-à-vis de la définition donnée par Emmanuel Gave, dans la mesure où la monnaie a toujours, selon moi, précédé l'État. C'est-à-dire que c'est un bien qui historiquement est né d'un processus de marché, d'un processus d'essai, d'erreur. On a connu dans l'histoire plusieurs tentatives, plusieurs expériences monétaires, qu'il s'agit des coquillages, des céréales. Certaines expériences se sont révélées, ont échoué du fait que, par exemple, on s'est aperçu que les denrées alimentaires, comme elles étaient périssables, ne pouvaient pas constituer des réserves de valeur donc utiles. Et c'est comme ça, finalement, qu'ont pu émerger en Europe et dans le monde les métaux précieux. C'est parce que les êtres humains ont considéré que les qualités des métaux précieux pouvaient conférer à ces biens une liquidité exceptionnelle. Et c'est pourquoi je pense qu'il est difficile de décréter de manière politiquement ce qu'est une monnaie et ce que n'est pas une monnaie. Tout cela relève, à mon avis, du processus concurrentiel et de l'expérimentation décentralisée. Il me semble que... voilà. Je crois qu'on j'ai avoir lu d'ailleurs dans Ludwig von Mises cette idée selon laquelle on ne pouvait pas décréter une monnaie, c'est-à-dire qu'il entend par là d'ailleurs une référence monétaire, c'est-à-dire que la référence monétaire finalement c'est les gens qui la produisent, et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans les pays de l'Est où le paquet de Kent en Roumanie est devenu la monnaie, en Sierra Leone c'était la chèvre, donc là pour le coup une denrée pas tout à fait périssable parce qu'il faut nourrir sa chèvre pour qu'elle conserve sa valeur, ou la pépite d'or. Les prisons, les cigarettes, etc. Axel Arnoux me racontait que quand il avait été en Pologne à l'époque de Jaruzelski, disons, la monnaie c'était les parpaings et le charbon. Alors évidemment la liquidité n'était pas très pratique, disons, mais les gens avaient besoin de parpaings et de charbon. Ils savaient qu'ils pouvaient utiliser. Donc dans les cours de tous les immeubles, il y avait comme ça des paquets de parpaings, disons, qui étaient attribués. Fred Aftalion ? Oui, je voulais dire quelque chose sur la valeur de la monnaie. Je suis étonné actuellement que beaucoup d'États cherchent en quelque sorte à dévaloriser leur monnaie pour la rendre plus compétitive sur les marchés étrangers. Et je trouve que c'est une idée abominable. Et notamment, je constate une chose, c'est que plus une monnaie est forte, plus le pays lui-même est fort. Et par conséquent, je suis plutôt pour des pays comme la Suisse ou l'Allemagne qui ont toujours considéré qu'il fallait garder la monnaie à une valeur ferme, même si ça représente un effort de compétitivité, que pour ceux qui, comme en France, ont toujours voulu dévaluer leur monnaie pour pouvoir exporter. Je trouve que c'est un danger auquel il faut se défendre. Emmanuel Gave ? Je pense que, pour rebondir sur votre ouverture, on va devoir rentrer dans le vif du sujet qui est l'étalon or, puisque c'était la panacée, et c'est un peu ce que mon contradicteur essaie d'expliquer aussi, c'est que quelque part un système basé sur l'or, donc sur un système de rareté, aurait plus de garanties, offrirait plus de stabilité. On va faire une petite parenthèse historique. Au moment... à l'époque des bateaux à voile et des machines à vapeur, tout se gérait en stock d'or. Donc on avait, si l'Allemagne avait un excédent commercial vis-à-vis de la France, on devait, nous, la France, payer l'Allemagne avec un stock d'or. Donc ces échanges se traduisaient sur la masse monétaire, à partir du moment où on renvoyait notre or en Allemagne,
par moins de masse monétaire. Donc, plus un échange déficitaire avec l'Allemagne entraînait une compression de notre masse monétaire. Et donc, ça entraînait aussi une baisse de l'activité économique, puisqu'on se retrouvait avec des taux d'intérêt qui montaient et une politique monétaire restrictive. Pardonnez-moi peut-être, quand vous dites qu'il y a ces échanges entre la France et l'Allemagne, finalement quand un marchand français ou allemand, mettons un marchand français va acheter un produit en Allemagne, il laisse de l'argent sur place, et vice-versa, quand un Allemand vient en France, il laisse de l'argent sur place. Oui, mais là, expliquez à nos auditeurs, parce qu'il faut être très pédagogique pour un débat qui sinon est très technique, ce que vous entendez par ces... C'est-à-dire que à l'époque de l'étalon or, c'était physiquement... Alors imaginons, vous aviez un stock d'or de 100. Si vous achetiez en Allemagne pour 40, vous deviez... Avec des billets, donc avec des billets, mais oui. Vous deviez envoyer en Allemagne vos 40 en or, puisque c'était pour 100, on va dire pour 100 d'or, vous aviez 100 de billets. Donc si vous achetiez pour 40 en Allemagne, vous deviez comprimer votre stock d'or, et ainsi aussi comprimer votre stock monétaire. Or, on sait depuis Irving Fisher, je vais être très pédagogique, mais que votre masse monétaire, qu'on appelle M, multipliée par la vélocité, c'est-à-dire la rapidité à laquelle la monnaie circule dans votre pays, est égale en gros au PIB nominal. Donc, à partir du moment où votre masse monétaire décroît, vous avez ipso facto une déflation. Votre pays se retrouve en déflation, en récession. Alors après, et c'est pas la vélocité qui va croître dans ce moment-là. Donc vous vous retrouvez avec un appareil productif qui descend face à l'Allemagne, dans notre exemple. Et à terme, alors vous allez me dire en bon schumpeterien, mais c'est pas grave, mes entreprises vont couler, les mauvaises vont couler, et puis à terme, on va redevenir compétitif et ainsi de suite. Mais ça ne fonctionne que si l'Allemagne joue le jeu. Or, qu'avait fait l'Allemagne à l'époque, enfin, en l'occurrence, c'était la France de Poincaré et les États-Unis de Roosevelt, c'est qu'ils gardaient tout l'or. C'est pas pour autant qu'ils consommaient plus, c'est qu'on se retrouve avec un étalon à redevenir très mercantiliste, à garder cet or, parce que c'est ça qui mesure votre force et votre puissance. Et donc, vous vous retrouvez dans un... Ça ne peut fonctionner un étalon or que si tout le monde joue le jeu, si tous les pays jouent le jeu. Or, ils ne jouent pas tous le jeu, et certains se retrouvent à thésauriser, et donc vous vous retrouvez avec des pays qui se retrouvent en déflation, comme on a vu en Angleterre au moment des dévaluations Poincaré, au moment de Roosevelt. La France et l'Angleterre détenaient la moitié du stock d'or, ce qui a laissé l'Angleterre complètement exsangue, et ce qui a amené le Front populaire en France, et ce qui a amené Hitler, et ce qui a amené Mussolini. Mais si, ça a créé des récessions, déflation absolument horribles en Autriche et en Allemagne, et ça a nourri la colère des peuples, et ça nous a amené ce qu'on a connu. Ça entraîne les pays à être mercantilistes, ça entraîne, on l'a vu aussi, la guerre des Bauer, parce qu'il faut s'approprier cet or absolument. Un système fondé sur la rareté que l'on oppose au système capitaliste, qui est toujours un système fait de richesse, c'est pratiquement une absurdité. C'est mal connaître les ressources humaines. Mais inversement, un système basé sur l'abondance crée l'inflation. Et nous avons eu, après les francs Poincaré, nous avons eu les dévaluations Bloom. Et donc, je me demande à quel point l'un est préférable à l'autre. Fergan Aziari. Oui, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Emmanuel, je pense qu'il faut distinguer deux types de déflation. Effectivement, la déflation des années 30 qui était complètement imprévue, qui était le résultat d'une bulle, oui, on peut considérer qu'effectivement, elle a porté des dégâts considérables sur les économies européennes. Mais de manière générale, je veux dire, la déflation, c'est-à-dire la baisse des prix des biens en termes de monnaie, c'est un phénomène qui me semble être consubstantiel au capitalisme. C'est-à-dire que les gains de productivité que l'on génère permettent d'exercer une pression des prix des biens et des services vers le bas. Et il me semble que tout le monde s'en félicite. Tout le monde se félicite de pouvoir démocratiser les biens et les services que nous consommons tous les jours pour accroître notre satisfaction. Donc ce n'est pas la déflation le problème, tant qu'elle est prévisible, tant qu'elle est entre guillemets naturelle et qu'elle n'est pas arbitrairement générée par des gouvernements avec des facteurs institutionnels qui font que les prix sont rigides et qu'on ait du mal à adapter finalement les prix à l'évolution de l'économie.
ce n'est pas un problème d'avoir donc des prix qui baissent. La question que l'on peut se poser, c'est comment effectivement ces prix baissent. Est-ce que ce sont des baisses prévisibles ou pas? Est-ce que ces baisses sont la conséquence d'une crise, un boom inflationniste que l'on a pu connaître précédemment avec l'expansion de la masse monétaire et du crédit qu'on a pu connaître pendant les années 20? C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la dépression des années 30, c'était aussi une conséquence de l'expansion du crédit généré par les banques centrales et les États à l'époque pour financer les dépenses publiques. Sur la déflation, je renvoie d'ailleurs nos auditeurs à l'excellent petit livre de Guido Hülsmann, publié par l'Institut Copé, dont j'ai oublié le titre. Déflation et liberté, je crois. Déflation et liberté, voilà, dans lequel il parle très bien d'ailleurs de cette question de la déflation. C'est vrai que finalement, en maintenant fixe, disons, la valeur d'une monnaie, ou même avec une inflation, a fortiori avec une inflation de 2%, disons, l'État nous vole nos gains de productivité finalement. Oui. C'est-à-dire que chaque année, la farine devrait baisser de prix parce que il y a des nouveaux tracteurs qui sont plus efficaces, qui consomment moins d'essence. On utilise les coccinelles pour lutter contre les parasites, etc. Enfin, il y a énormément. On améliore les systèmes d'irrigation, etc., etc. Et donc, ça devrait se retrouver dans le fait que la farine baisse légèrement de prix. Or, en maintenant fixe ou avec une augmentation de 2% a fortiori le prix de la farine. Fergan Aziari. Oui, j'aimerais prendre un exemple juste pour illustrer en fait ce que je viens de dire. C'est, admettons, vous êtes sur le marché boursier, vous avez donc des actions qui sont vouées à chuter en valeur de manière permanente et d'autres actions qui montent. Est-ce que spontanément les gens vont se ruer sur les actions qui montent continuellement, ou est-ce qu'ils vont se ruer vers les actions qui se déprécient? La monnaie, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que ceux qui promeuvent l'inflation, je crois, font l'impasse sur le fait que les gens désirent des encaisses monétaires réelles, de plus en plus grandes, un pouvoir d'achat de plus en plus grand pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Alors nous allons peut-être une rapide réponse. Je voudrais juste rebondir sur quelque chose. Je pense qu'il faut quand même, dans les exemples, bien séparer ce qu'est le monde étalon or et ce qui a été pré-Bretton Woods et post-Bretton Woods. Donc là, l'exemple que j'ai expliqué par Irving Fisher, que mécaniquement, l'étalon or ne peut amener que de la déflation chez les pays qui n'auraient pas de stock d'or. Imaginez que ça apporterait une stabilité économique ou une stabilité politique, c'est mal connaître, encore une fois, l'histoire. On a vu aux USA, il y a eu des faillites bancaires en 1873, en 1905, en 1922, et ça a amené à chaque fois des dépressions profondes et sans nom. On ne retient la crise de 1929 que parce qu'elle n'a pas été bien arrêtée, mais il y a eu une dépression aux États-Unis de 1873 à 1880 qui fut encore bien pire que celle de 1929. Pourquoi? À cause de cet étalon or, à cause de ces dépressions qui se faisaient en chaîne. Et s'imaginer que géopolitiquement aussi ça résoudrait des problèmes à l'heure d'aujourd'hui, il faut quand même essayer de réfléchir qui est producteur d'or aujourd'hui. La Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, ça va encore. Mais ça a toujours été comme ça. Oui, mais alors, est-ce qu'on veut vraiment, si on imaginait vouloir revenir à un étalon or, est-ce qu'on a vraiment envie de donner plus de pouvoir à la Russie, à la Chine? Je ne sais pas, je pose la question. Mais la Chine, c'est vrai que ça donne pas envie comme ça. On n'est pas tenté, bien sûr. Voilà, c'est sûr. Voilà. Ceci, je comprends pas très bien pourquoi un petit pays très laborieux, disons, se retrouve pas à posséder rapidement un stock d'or, puisque bien évidemment il va vendre ses marchandises et récupérer de l'or en échange de son travail, disons. Donc oui, mais géographiquement, on ne fait pas que l'extraire, disons. Enfin, justement. Oui, mais ça donne un avantage géopolitique aux pays qui en possèdent. C'est bien pour ça que les Anglais étaient allés en Afrique du Sud pendant la guerre des Boers pour essayer ça entraîne des convoitises, naturellement. Certes. Mais l'or, aujourd'hui, a une valeur énorme qui entraîne d'énormes convoitises aussi, quand même. Oui, bien sûr, mais Mais je crois que le problème se ramène à ceci. Si vous avez une économie, est-ce que vous préférez une déflation comme celle que vous condamnez, parce que l'or serait l'étalon choisi, ou une inflation faute d'une base sur laquelle la monnaie doit être fixée? Parce que ça, c'est bien plus grave que la déflation. L'inflation, c'est la monnaie qui ne vaut plus rien à la limite.
Alors, à l'heure actuelle, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on n'a ni l'un ni l'autre. On est dans une espèce de stagflation. On peut pas dire qu'on soit vraiment en inflation. Mais il y a une grosse inflation. On cherche à l'être, ce qui est une aberration. Alors, si vous voulez, après, parce que je crois qu'Olivier veut faire une pause, si vous voulez, après, on pourra revenir sur la création monétaire. Je pense que c'est important d'expliquer aux auditeurs aussi comment fonctionne à l'heure actuelle la création monétaire, c'est-à-dire en dehors de l'euro, de l'or, puisqu'on n'est pas dans l'or. Voilà, comment fonctionne la création monétaire et essayer d'expliquer la déflation et l'inflation aussi qui pourraient être liées à cette création. Très bien. Alors, écoutez, on fait une petite pause. On espère que nous allons susciter de nombreuses questions chez nos auditeurs. N'hésitez pas à les envoyer. Je rappelle que si vous nous écoutez durant la tranche de diffusion midi 13h30, la diffusion se fait en direct. Donc, vous pouvez envoyer vos questions à courtoisie. Sur le site internet radiocourtoisie.fr. Par courriel à courtoisie@radiocourtoisie.fr, par téléphone au 01 46 51 00 85 et par télécopieur au 01 46 51 21 82. Alors, il y a une grosse question d'actualité, évidemment, qui sont liées aux primaires de la gauche et donc à la sélection de Benoît Hamon comme candidat. Voilà, et puis l'affaire Fillon, bien évidemment. Il y a 4 semaines, l'un de nos invités ou l'une de nos invitées avait employé le mot DJ. Voilà. Alors il y avait un auditeur ou une auditrice, je ne sais plus, qui avait proposé comme mot pouce-disque. Alors j'ai été voir quand même, sur internet ce qu'il en disait. Alors il y a une sorte d'autoproclamé institut des néologismes de la langue française, etc., qui propose platiniste. Alors pourquoi pas, disons, il faudrait pas que Michel Platini se mette à avoir des opinions politiques ou qu'il ait l'impudeur de nous en faire part. Je ne sais pas si ça se trouve c'est un grand libéral, je ne sais pas. Mais enfin voilà, donc platiniste. Et sinon il y a le petit dictionnaire. J'ai acheté le petit dictionnaire franglais français à la dernière fête de Radio Courtoisie à l'espace Champéret, porte Champéret, Alfred Gilder ou Gildet, je ne sais pas. J'aurais dû lui demander comment ça se prononçait. Et donc à disc jockey ou DJ, il propose animateur musical ou disquaire joyeuse, qui permet de conserver les initiales DJ. Voilà, bon, on choisira donc désormais librement entre animateur musical, disquaire joyeux ou platiniste. Quand nous aurons, mais on va parler d'autre chose, comme ça sera plus simple parce que c'est assez difficile à gérer. Sur le mot paradigme, j'ai été voir un auditeur nous disait que ça n'avait de sens qu'en grammaire. Alors non, je suis allé voir, c'est effectivement le premier sens, c'est un sens lié à la grammaire, mais ça veut aussi dire modèle ou exemple par excellence, disons, comme nous avons l'habitude de l'employer. Ça n'est pas une raison pour nous parler de changer de paradigme ou de logiciel pour passer à la France 2.0, puisque nous en avons soupé, voilà, donc... et puis je voulais vous parler aussi du STRAS, le syndicat des travailleurs sexuels, qui a adressé ses pires vœux pour l'année 2017 aux parlementaires. C'était un tout petit peu après notre dernière émission, donc j'avais pas pu vous en parler à ce moment-là. Donc après le vote en avril de la loi sur la prostitution, voilà, donc la pénalisation du client a, selon ce syndicat, dégradé les conditions d'existence des prostituées. En 2016, vous avez pénalisé nos clients, vous nous avez précarisés, vous nous avez exposés aux violences, vous avez bafoué nos droits, vous nous avez niés en tant que personnes adultes dotées d'un libre arbitre. Et c'était les faits. J'en avais parlé à l'époque où Nadia Vallaud-Belkacem avait... Ce sont les Suédois qui avaient inauguré cette pénalisation. Oui, souvent sur ces questions-là, les Suédois ont été en avance, mais ils sont revenus en arrière sur beaucoup de choses. Je ne sais pas où ils en sont sur... les Néerlandais aussi ont fait pas mal, puisqu'ils ont offert une allocation prostitution aux personnes handicapées. Donc, bon. Cette loi de Najat Vallaud-Belkacem pour interdire la prostitution est tout à fait socialiste, c'est-à-dire le fait de penser qu'en interdisant la prostitution va disparaître. Il faut vraiment vivre dans un autre monde pour y croire. Et donc, bien évidemment, alors le syndicat met en avant le fait que les députés avaient à leur disposition tous les rapports scientifiques et institutionnels de l'ONU-SIDA, de l'Organisation mondiale de la santé, tous opposés à la pénalisation du client. Il cite même le planning familial, défenseur des droits et de nombreuses autres organisations qui
qui n'ont pas toujours les faveurs des auditeurs de Radio Courtoisie. Mais, voilà, bon. À cause de vous, dit le même communiqué, de nombreux travailleurs ou travailleuses du sexe sont contraints à une plus grande mobilité, à prendre plus de risques pour leur vie, leur santé et leur sécurité. Nos revenus ont été diminués et les signalements d'agression sont plus nombreux. Voilà, c'est pour parler des gens qui ne bénéficient pas des 3800 pages du Code du travail et qui sont esclaves dans notre pays, c'est-à-dire à quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres du studio de Radio Courtoisie sur les boulevards extérieurs. Mais qui sont imposés au BNC. Mais qui sont néanmoins, oui, absolument, oui, imposés sur les bénéfices non commerciaux, oui, ça. Donc, c'est vraiment le sordide jusqu'au bout, disons. Voilà, donc, voilà, ils ont reçu les pires vœux. C'est la double peine, aucune protection, mais vous payez quand même vos impôts. Ah oui, tout à fait. Non, c'est exactement ça. Bien. Et puis, sur les primaires de la gauche, est-ce que mes invités ont des choses à dire sur l'élection en première instance de Benoît Hamon? Moi, je dirais simplement qu'on perd beaucoup de temps à ces primaires de la gauche, étant donné qu'elles ne déboucheront sur aucun candidat valable et que, par conséquent, sur ce plan-là, je pense qu'il faudrait se reposer un peu du socialisme et viser une autre orientation, parce que nous perdons énormément de temps avec ces candidats qui n'ont aucune chance. Peut-être M. Macron laisse-t-il encore quelques espérances, mais de parler de M. Hamon aujourd'hui, ça a l'air d'une plaisanterie. Vous êtes opposé donc à ces primaires, vous pensez Non, je ne suis pas opposé aux primaires, je suis opposé à ce qu'on en parle, parce que ça n'a plus aucune importance pour l'avenir immédiat de notre pays. Ah, si on n'en parle pas, de toute façon, ça va être difficile pour les gens, qu'ils soient de gauche ou de droite, de voter. Mais parce que la confiscation par les partis a aussi de gros défauts, disons. Alors, nous aurions sans doute pas Fillon si les partis, les Républicains avaient continué à confisquer. Jusqu'à ces derniers jours, on pensait que l'élection de M. Fillon pour représenter la droite avait une importance pour l'avenir de la présidence. Oui. Mais ce n'est pas le cas pour aucun des candidats de la primaire de la gauche. Ah ben alors, c'est-à-dire que Benoît Hamon, proposant le revenu universel et ayant peut-être gagné grâce à cela, et peut-être qu'il va continuer sa course. Parce que ce qu'on observe, c'est qu'en général, il y a toujours un recentrage, disons, sur les valeurs sûres à l'approche de l'élection. Donc on peut penser que tous les gens de gauche qui aujourd'hui se détournent du candidat PS, disons, vont à l'approche des élections grossir un petit peu les rangs. Je ne sais pas si ils les grossiront beaucoup, mais enfin... Ce qu'on peut quand même noter, qu'on avait noté aussi la dernière fois, c'est que nous n'avons toujours pas le programme d'Emmanuel Macron. Certes. Voilà. Alors, il paraît que s'il est élu président, il le délivrera. Mais oui, il y a, je crois, sur Nord-Presse, sur le Gorafi, je ne sais plus, une information rigolote qui circule comme ça, où Macron menace de ne délivrer son programme que s'il est élu. Fred Aftalian ? Je crois avoir noté qu'il considère que l'immigration est une chance pour la France. Oui, alors, tout à fait. sur ce plan-là, je pense qu'il va se trouver quand même en opposition avec certains Français. Alors, ce qui nous amène à une question d'un de nos auditeurs. Cher Monsieur Méas, puisque votre émission revendique un libéralisme échevelé, je pose pour la énième fois ma question non provocatrice. Comment peut-on concilier la libre circulation des biens tout en dénonçant, à juste titre, les excès de l'immigration qui finalement n'est que la libre circulation des hommes ? Merci d'avance. Je ne savais pas, monsieur, que je n'avais pas répondu à votre question. Désormais, d'ailleurs, j'essaie de lire absolument toutes les questions et tous les commentaires qui nous parviennent. Alors, Fergan Aziari, une petite réponse. C'est une question très intéressante parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de mal avec cette distinction-là. Moi qui suis pour le libre-échange des biens et des services, ça implique de laisser les travailleurs, effectivement, proposer leurs services partout, ce qui implique de les laisser se mouvoir. Et effectivement, aujourd'hui, beaucoup croient au libre-échange des biens sans adhérer au libre-échange des services. Pourquoi pas ? C'est une position comme une autre. Des personnes, pardon. C'est une position comme une autre, même si moi, à titre personnel, je pense qu'il est quand même très opportun pour favoriser toujours l'optimisation de la division du travail, la libre circulation de tous les facteurs de production, le travail comme le capital, les biens comme les services.
Fred Aftalion. Je voudrais signaler quand même qu'il y a une différence entre la libre circulation des individus et le libre établissement. Et à partir de là, je pense qu'il est bon de savoir si ce droit d'asile peut se transformer de telle manière qu'on est submergé par des immigrants. C'est quand même le droit d'une nation de savoir si elle peut accepter, comme disait M. Rocard, que nous ayons le monde qui nous envahisse, parce que dans les pays qui ont acquis leur indépendance, apparemment, les gens qui auraient dû bénéficier du départ de ces colons affreux que nous étions, devraient être contents d'être chez eux et ne pas chercher à s'établir dans les pays qui les avaient colonisés. Le socialisme les a fait fuir. Vous savez, c'est ça le vrai problème et la vraie source d'émigration. Je crois qu'il faut revenir de toute façon à la notion de qui est invité et qui ne l'est pas, enfin, ou ce qui est invité, ce qui, en général, quand il y a des biens qui entrent dans un pays, c'est qu'il y a des gens qui sont demandeurs de ces biens. Et alors la question qui est, la réponse qui est un petit peu théorique, je le conçois, qui est que les gens qui sont invités doivent pouvoir venir. Ceux qui ne sont pas invités n'ont pas de raison d'entrer. C'est-à-dire qu'il faut considérer un peu le territoire national comme une propriété, une copropriété, et à l'intérieur de cette copropriété, bon ben voilà, si vous invitez, alors c'est ce dont parle d'ailleurs actuellement face à Trump les entreprises de la vallée du silicium aux États-Unis, où ils expliquent qu'ils ont besoin de cette immigration des cerveaux, ils ont besoin de faire venir des gens, mais alors là c'est très différent, c'est des gens qui les invitent, ce ne sont pas des gens qui s'imposent. Emmanuel Gave. Je pense qu'il faudrait juste aussi rappeler que libéralisme ne veut pas dire absence de règles. Exactement. Ça ne veut pas dire c'est la fête à la maison, on a le droit de tout faire. Ce n'est pas l'anarchie. Ça dépend de la maison et de qui est propriétaire de la maison. Quand on dit il y a des règles, et voilà, c'est juste, c'est une confusion, c'est une vue de l'esprit qu'on Absolument. Je voulais vous rappeler un souvenir quand j'étais aux États-Unis après la fin de la guerre en 1946. Il y avait un système américain qui comportait des quotas. Et je me rappelle que le quota français était encore largement ouvert, ce qui fait que j'ai pu avoir ma carte verte avec facilité. Pourquoi est-ce que ce système aurait disparu? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait plus le droit de surveiller ce qu'on a à l'intérieur de son pays? Alors, dans l'idéologie française, ça ne se fait pas beaucoup de distinguer déjà entre les races, bien sûr, mais même entre les pays, ni personne. Enfin, bon, ça, c'est une autre question. Enfin, on pourrait changer d'idéologie, bien sûr, Fergan Aziari. Mais les quotas me semblent quand même relever d'une logique planiste assez arbitraire. C'est-à-dire, comment vous planifiez le besoin de main-d'œuvre? C'est quelque chose qui est impossible. C'est comme si on devait planifier la production de carottes sur l'année 2017. Personne ne sait. Le premier établissement des quotas aux États-Unis était fondé d'ailleurs sur les populations présentes aux États-Unis au moment où ces quotas ont été établis. Effectivement, l'immigration asiatique à cette époque-là devenait énorme. Et ils se sont dit si désormais on établit les quotas exactement sur la photographie de la population américaine actuelle, bon, bah, ça limitera justement cette invasion, en tout cas. Oui, parce qu'il y a une forme de facilité qui consiste à dire nous allons importer les immigrés qui nous seront utiles. Mais d'abord, ces immigrés sont utiles dans leur propre pays national. Et deuxièmement, nous ne recevons pas tellement d'immigrés qui nous sont utiles. Et il faut voir un peu ce qui se passe depuis la Syrie. Est-ce qu'ils ont tous de quoi nous aider sur le plan de l'informatique, etc. Justement, l'utilité d'un individu ne se révèle que pendant le processus concurrentiel. Personne n'est capable de déterminer en amont qui est utile et qui ne l'est pas. C'est l'enseignement de la science économique de manière générale. Et je pense que toute prétention à déterminer des quotas tombe dans ce travers planiste qui consiste à croire que l'on pourrait déterminer en amont l'utilité de tel ou tel individu. Or, c'est quelque chose qui se révèle au moment de l'échange. Parfois, certains besoins ne sont pas identifiables. C'est à ce titre que le système d'immigration, je crois, américain et suisse, qui est fondé aussi sur la demande des entreprises, c'est-à-dire vous envoyez votre curriculum vitae à une entreprise, c'est l'entreprise qui décide finalement si elle a envie de vous inviter ou pas, et ne sont acceptés que les gens qui ont un travail ou qui peuvent... Je veux signaler que le quota dont je parlais, qui était celui de l'Amérique de 1946, c'est bien loin, mais c'était un quota par nation. On ne faisait pas de distinction avec la formation de la personne. On disait, nous pouvons admettre
tant de Français, tant d'Allemands cette année, et on respectait ces quotas, il n'y avait rien de répréhensible. Bien sûr. Alors arrêtons-nous ici, parce que sinon je sais que nous allons recevoir des tonnes de questions sur le sujet. Voilà, donc on va rester un petit peu, on va reparler de la monnaie rapidement. Un auditeur, une question que j'avais pas pu lire la dernière fois, elle est arrivée trop tard. Un auditeur nous disait, concernant la réponse que vous avez faite à ma question sur le mariage homosexuel, nous sommes arrivés à un état de confusionnisme partout et de dégénérescence, même à Radio Courtoisie, la France vit ces dernières années. Alors je pense que vous nous avez mal compris ce que nous disions, je crois, Emmanuel Verganès-Viari et moi-même, que mes invités m'arrêtent si je les trahis, c'est que finalement le mariage est un sacrement et qu'à partir du moment où la mairie s'occupe de reprendre ce sacrement, ou la Révolution, disons, on va profaner. Au sens littéral du terme, on va profaner ce sacrement. Et alors, du coup, il ne faut pas s'étonner derrière que les gens le vivent comme un certificat d'amour républicain, on va dire. Et alors, forcément, la vieille dame qui est amoureuse de son chat, disons, ne voit pas pourquoi elle ne bénéficierait pas, elle aussi, d'un certificat de même type, disons, pour tout l'amour qu'elle réserve à son chat. Et alors, c'est pour ça que je disais, finalement, que je me fichais totalement du fait qu'un homme se marie avec sa télévision, à condition, ou avec sa radio, d'ailleurs, je ne voudrais surtout pas passer pour radiophobe. Ce qui serait très ingrat de ma part, oui, voilà, je ne veux surtout pas stigmatiser. Voilà, et donc, oui, que la seule chose qu'on demandait finalement, c'est que ça ne nous coûte rien, toutes ces simagrées, que les gens fassent absolument ce qu'ils veulent, etc. Et libres aux églises, à ce moment-là, il faut leur reconnaître cette liberté de ne pas marier qui elles veulent, disons, et de marier qui elles veulent. Je sais qu'il y a certaines églises réformées protestantes, disons, qui marient des homosexuels et tout, bon, ça les regarde, disons, j'irais tant mieux pour eux, à condition qu'on conserve à l'église catholique le droit de ne pas marier qui bon leur semble. Fred Aftalion ? Oui, je voudrais revenir sur ce problème qui est un problème démographique. Peut-être pas, non, parce que sinon on va faire toute l'émission là-dessus, non ? Ah bon, alors je n'en parle pas. Bon, on pourra faire une émission sur le sujet. D'ailleurs, je voulais simplement dire que les populations blanches sont en train de se dépeupler. Et nous voulons des immigrés pour compenser ce dépeuplement. Je trouve que c'est un mauvais calcul. Vous aviez fait un article d'ailleurs, un article intéressant d'ailleurs là-dessus, dans le bulletin de la LEPS, je crois que ça devait être le numéro 156, mais... Ah bon. Voilà, bon, oui, peut-être 155. Voilà, donc alors sur les primaires de la gauche, oui, on disait Hamon, alors on tient à préciser aussi que le revenu libéral le revenu universel, pardon, est 0% libéral, et je crois que tous les libéraux authentiques, c'est-à-dire des gens qui considèrent que les questions juridiques sont plus importantes et priment, disons, sur les recettes économiques, c'est bien ça, sont tous formels sur le fait que ce revenu universel n'est absolument pas libéral. Emmanuel Gave ? J'ai du mal à concevoir en quoi une redistribution étatique pourrait être un tant soit peu libérale. C'est autant libéral que le viol l'est à l'amour courtois. C'est impossible à partir du moment où c'est une ponction étatique, comment est-ce qu'on peut même imaginer ça sous l'aune libérale ? Je ne comprends pas, c'est un non-sens. Mais, oui, alors c'est bien à sa place d'ailleurs chez Hamon, parce que effectivement. Alors c'est assez drôle d'ailleurs, parce que l'extrême gauche, alors Mélenchon par exemple, considère que le droit au travail prime sur cette idée de revenu universel. Donc il y a vraiment toute une partie de la gauche qui refuse absolument le revenu universel parce qu'ils considèrent que c'est la mendicité qui serait faite comme ça, voilà, aux travailleurs. Et surtout à 400 milliards d'euros. Je pense que ce que craint une partie de la gauche avec ce revenu universel, c'est qu'il rende le paritarisme obsolète. Effectivement, si vous mettez en place un revenu universel, beaucoup d'organisations aujourd'hui n'auraient plus raison d'exister concernant l'administration de la sécurité sociale, des aides sociales. Donc je pense que c'est ça qui est aujourd'hui vécu par une partie de la gauche. Mais on est d'accord effectivement pour dire que, de manière générale, ce n'est pas par une redistribution effectuée par des moyens de police que vous contribuez à la prospérité d'une société. Voilà, alors sur ce sujet-là, il y a la lettre de Jacques Garello d'ailleurs qui est publiée aujourd'hui, numéro 1306, dans laquelle son édito s'appelle « Changer le monde ». Et il étudie, disons, ce revenu universel sous deux angles intéressants, sur le fait que c'est une fable marxiste, Mais
de l'évolution sociale et technique, et puis une fable malthusienne sur le fait que c'est soi-disant un déséquilibre entre les besoins de l'humanité et les lois de la nature. Donc voilà, je vous renvoie sur le site libres.org. Il y a aussi d'ailleurs une très bonne étude, la deuxième partie de son étude sur le keynésianisme, domaine dont il est expert, puisqu'il est un keynésien converti, disons, au libéralisme, puisqu'il avait fait sa thèse à l'origine sur le keynésianisme, donc il est très très connaisseur sur le sujet. Fred Aftalion ? Oui, comme pour l'écologie dont on parlera peut-être tout à l'heure, oui, je voulais simplement poser la question à propos de ce revenu universel. Où va-t-on prendre l'argent ? Voilà un pays qui a 2000 milliards de dettes, qui ne peut pas même les stopper, et qui est en train de nous parler de 400 milliards, je ne sais pas pour quelle époque. Et nous sommes dans la folie, on ne raisonne plus là. Oui, bien sûr. Oui. Pour donner 200 € à tout le monde, c'est déjà 160 milliards, donc ça en fait déjà un budget qui est équivalent à peu près à celui de la défense ou de l'éducation. La folie pure. Etc. C'est totalement délirant. Et il y en a qui parlent de 800, de sommes totalement... Je vais taxer les robots pour financer le revenu universel. Voilà, alors c'est le record. Miracle, taxer le capital. Aujourd'hui, on prétend qu'il y a que le travail est trop fiscalisé, donc on veut taxer le capital. Simplement, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il n'y a pas de différence entre taxer le capital et le travail. C'est pas l'État qui va déterminer qui va subir le poids de l'impôt. Ce sont des équilibres. C'est une répartition qui est décidée par l'intermédiaire des mécanismes de marché. C'est l'équilibre entre l'offre et la demande qui décide qui est taxé entre le propriétaire et le locataire, entre le travailleur et le capitaliste. C'est pas l'État qui a la capacité de cibler précisément qui est le redevable effectif d'un impôt quel qu'il soit. Alors vous avez une vidéo de Charles Gave d'ailleurs sur YouTube où il parle à un certain monsieur Stéphanie qui était sur la page Facebook d'Emmanuel que j'ai regardé ce matin et qui m'a fait rire, dans laquelle Charles Gave se fâche à juste titre. Il était invité par Radio Sputnik avec... avec Jacques Sapir. Il était invité par Jacques Sapir. Il a été un peu pris de court sur ce revenu de base parce que l'idée elle-même, la trouvant grotesque, il avait beaucoup de mal à garder son calme, donc il était dans une colère noire pendant toute la diffusion. Oui, on ne sait pas, parce qu'on voudrait organiser des débats comme le revenu universel, mais on ne va pas faire pour ou contre, ou tyran ou martyran joue démon, etc., puisque la réponse c'est contre, c'est tyran et démon. Enfin, je veux dire, donc c'est une évidence absolue. Et le seul débat qu'on pourrait organiser, c'est comment se débarrasser définitivement de cette pourriture de revenu universel, revenu de base, qui est totalement inutile. Je renvoie d'ailleurs à l'article sur le site de l'Institut libéral de Genève de Pierre Bessard, excellent article qui s'appelle L'aberration destructrice du revenu de base inconditionnel. Très belle conclusion. Intellectuellement, la revendication d'un revenu de base inconditionnel s'apparente au mieux au caprice d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de raison et n'a pas intériorisé le principe et l'éthique de la réciprocité dans les relations humaines, au pire à une tentative malhonnête d'introduire le socialisme par la petite porte. Voilà. Et puis je renvoie également à mon article qui a été mis en ligne sur Liberpedia, qui s'appelle Revenu de base, le nouvel âge du bolchevisme mondain. Donc il est en ligne, n'hésitez pas à aller sur Liberpedia, il n'est pas toujours facile à trouver, mais enfin il y a un petit index revenu universel. Je remercie Eric Bruckner de l'y avoir mis, et du même Eric Bruckner, vous lirez très profitablement un article qui s'appelle La folie française, qui est très amusant. Déjà j'aime beaucoup le fait qu'on indexe cette notion de folie française, disons, à l'intérieur d'une encyclopédie, etc. Voilà, donc... il nous dit la folie française telle que décrite ci-après prend forme depuis le début des années 90 comme conséquence d'un antilibéralisme plus ou moins virulent et obsessionnel, s'imposant progressivement dans la quasi-totalité des milieux intellectuels universitaires, médiatiques et politiques, et accessoirement culturels et artistiques de France, et qui se décline selon 3 modalités. Alors il parle du fait que ça décrit le monde ou l'Occident comme régi par un système libéral, voire ultra-libéral, que ça consiste à organiser des débats entre étatistes ou antilibéraux revendiqués de diverses tendances, qui vont s'accuser mutuellement de libéralisme, voire d'ultralibéralisme, et enfin à décrire l'idéologie dominante comme une pensée unique ultra-néolibérale. Donc c'est ça. Alors cette folie française, mes invités n'en sont absolument pas atteints, mais en tout cas elle définit assez bien peut-être le Benoît Hamon et son revenu universel. À la fin de l'article d'ailleurs, il fait référence à un article de Charles Gave qui s'appelle Déni de réalité et recherche de bouc émissaire, ainsi qu'à un article de Philippe Nemo, Le socialisme aveugle des Français. Aveugle les Français, d'ailleurs il y a le célèbre livre La France aveuglée par le socialisme, qui est, je dirais, un vaste, chez François Bourin, qui est une vaste réquisitoire contre cette folie française, disons, très bien détaillée sous toutes ses formes. Et puis il y a aussi
le livre de Nicolas Lecossin, L'obsession antilibérale française. Voilà, donc folie française sur Liberpedia. Vous vouliez parler un tout petit peu, très rapidement, alors peut-être de votre article qui paraîtra dans le bulletin d'hiver, on en parlera peut-être plus longuement la prochaine fois. J'avais intitulé cet article « Économie, science et écologie », pour la raison que les écologistes ne se préoccupent absolument pas des questions économiques et ignorent totalement les questions scientifiques. Je me suis d'ailleurs fait attaquer par quelques écologistes parce que j'ai prétendu que, contrairement à la science, l'écologie est une croyance. Et dans cet article, je voulais définir 3 dangers qui nous guettent et qui se retrouvent d'ailleurs dans des articles du Monde, et je le vois ici à propos de ce fameux traité de la COP 21 qui a été signé mais qui ne représente aucune obligation de la part des signataires. On s'aperçoit qu'il est prévu, alors ça c'est le côté économique, 100 milliards par an d'aide aux pays en développement qui ne pourraient pas suivre les obligations que s'imposent les pays industriels. Alors, comment imagine-t-on qu'on puisse, dans des États endettés comme ils le sont actuellement, distraire 100 milliards pour que les pays qui ne peuvent pas se permettre de faire ce que vont faire les pays développés puissent se mettre en conformité. Et alors c'est assez troublant parce que on se demande comment va être distribuée cette aide. C'est quand même énorme, 100 milliards par an. Donc rien que pour ce côté économique, je voulais signaler que le traité de Paris, que d'ailleurs le président Trump est en train d'annuler pour la part des États-Unis, est une énorme fumisterie qui ne peut pas se résoudre dans la pratique. Alors, article que vous retrouverez dans le bulletin, mais on en parlera la prochaine fois, Fred Eftalion, de votre article, puisque le bulletin sera sorti. Alors, je voulais juste vous faire une autre remarque qui n'a rien à voir avec mon article, mais qui s'appelle « Le coût faramineux des perturbateurs endocriniens ». Et là, nous sommes dans une nouvelle agression des écologistes qui s'en prennent à un produit qui s'appelle le bisphénol A et dont ils pensent que ça va réduire, si on le laisse dans la tétine des nouveau-nés, leur production de spermatozoïdes lorsqu'ils auront atteint l'âge adulte. Nous sommes dans la folie la plus pure. Et ça voilà comment on est en train de nous ruiner, parce que personne ne regarde le côté économique de ces divagations. Voilà. Alors, je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie, que l'émission s'intitule Libre Journal des économistes. Mes invités sont Emmanuel Gave, Fred Eftalion, Fergan Aziari. Le sujet du jour que nous allons essayer de retraiter assez rapidement, c'est la monnaie, privilège régalien ou marchandise concurrentielle, sujet que nous avons déjà commencé à aborder. Pour les associations, alors justement vous me parliez du bulletin d'hiver de l'ALEPS, alors si vous voulez le recevoir, vous envoyez une cotisation de 50 € à l'ALEPS 35 avenue MacMahon 75 017 Paris. Il y a à l'ALEPS également un débat avec Jean-Philippe Delsol et Nicolas Lecossin sur leur livre Échec de l'État pour une société de libre choix qui aura lieu le 22 février. Vous pouvez vous inscrire sur Billet Web. Il y aura Pascal Salin d'ailleurs qui viendra parler de son livre Les systèmes monétaires le 15 mars. Le libéralisme s'exporte dans toute la France puisque Students for Liberty et Fondapol, Fondation pour l'innovation politique, se sont réunis avec un grand nombre de partenaires pour faire des conférences partout en France. Alors, les partenaires, c'est l'ALEPS, Cercle Frédéric Bastiat, Collectif Antigone, Contrepoint, Contribuables Associés, École de la Liberté, Fondation pour l'innovation politique ou Fondapol, Startup Project, ACLA Politique, désolé pour les auditeurs trop francophones, Institut Copé, Institut économique Molinari, IREF, Liberté sociale, Students for Liberty France, Think Libéral Sciences Po et Trop Libre, je ne connais pas Trop Libre d'ailleurs, mais ce sera l'occasion de les découvrir puisque c'est moi-même qui aurai l'honneur de faire une conférence sur effets toxiques des contraintes légales pesant sur les tabacs, drogues et alcool. Voilà, et ça c'est à Reims le 4 février, samedi qui vient donc, c'est à Sciences Po Reims. Vous pouvez trouver
tout ce qu'il faut pour vous inscrire en allant sur la page Facebook de Students for Liberty. Voilà. Il y aura ensuite une autre réunion à Lyon le 11 mars et une à Bordeaux le 8 avril. Donc voilà, et c'est toute la journée, je sais plus, 9h à 17h ou quelque chose comme ça. Hein, voilà, et c'est une suite de conférences toutes passionnantes. En tout cas, je vais tout faire pour rendre la mienne passionnante. Voilà, sur une grande variété de sujets. Une question hors sujet, vous ne parlez jamais de cette fameuse loi du 3 janvier 1973 d'une importance capitale, on va peut-être pas en parler aujourd'hui non plus d'ailleurs. À partir de cette date, la France a été obligée d'emprunter sur les marchés internationaux. Pouvez-vous faire une émission à ce sujet? On n'en parle jamais. Bon, à moins que mes invités aient quelque chose à répondre rapidement là-dessus. Mais... C'est un grand sujet, c'est la fameuse loi Rothschild, entre guillemets. Ah oui, bien sûr. Voilà. Oui, oui. Qui est plutôt saine finalement, puisque l'idée est de mettre l'État au même rang que n'importe quel emprunteur, disons. Dans un monde idéal, moi je préférerais qu'on se dise une fois pour toutes qu'un État ne devrait pas être en déficit et ne devrait pas pouvoir emprunter à quiconque, voilà. Ni à lui-même, ni aux autres. Mais oui. je vis sûrement dans un monde de l'île aux enfants. Mais si on pouvait avoir des règles saines autour de la monnaie, prévoir qu'un État ne puisse pas être en déficit, sauf à la rigueur en temps de guerre, je trouverais que ça serait plutôt sain. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire sur la loi de 73. Savoir qu'un État puisse pas financer sa propre dette, c'était pas idiot à l'origine, parce qu'on ne devrait pas être en dette. Et ça réglerait pas mal de problèmes et pas mal d'inepties dans nos sociétés. Dont le revenu de base, si on ne pouvait pas financer toutes ces gabégies sur les marchés financiers. C'est sûr. Remarquons quand même l'inefficacité de cette loi, puisque ça n'a pas non plus empêché les États d'accumuler jusqu'ici des dettes colossales, parce que même si sur le papier, effectivement, une banque centrale n'a pas le droit de financer directement les États, en pratique, on contourne cette interdiction en rachetant des obligations que les banques, les obligations que les banques émettent lorsqu'elles achètent elles-mêmes de la dette publique. Enfin, tout ça permet finalement à l'État de s'endetter aux frais du contribuable. Donc, notamment la possibilité pour les banques de créer de la monnaie, on va peut-être en parler tout à l'heure, bénéficie énormément aux États. La capacité des banques centrales de planifier des taux d'intérêt artificiellement, donc très bas pour permettre aux États de s'endetter à moindre coût, fait que finalement cette loi de 73 n'a pas énormément, je pense, d'incidence sur la capacité des gouvernements à s'endetter continuellement au détriment de leurs contribuables. Bien. Juste sur paradigme, oui, le sens français de paradigme, nous dit un auditeur, est exemple grammatical, mais vous trouverez des dictionnaires devenus depuis trop longtemps des éponges à impropriété au prétexte du diktat de l'usage qui vous donneront d'autres acceptions. Les exemples sont légion. Écoutez les émissions sur la langue française et la francophonie diffusées à ce micro le lundi matin. Vous comblerez bien des lacunes et saurez comment se prononce Gildé, alors en français, monsieur, c'est comme ça que je le prononcerai en français, mais enfin, je ne sais pas si le propriétaire de ce nom le prononce lui-même. C'est peut-être Guild c'est peut-être Gilder, ou Gilder, voilà, mais en français, c'est vrai que ça se prononce Gildé, normalement, voilà. N'hésitez pas à cesser de ricaner sottement en fin de phrase, d'accord? L'émission n'y perdra pas, soyez-en certains. Bien courtoisement, conclut quand même cet auditeur. Bon, je vais faire un effort, mais sur le ricanement, je ne garantis rien. Je ne sais pas qui est cette mystérieuse Emmanuel, nous dit un auditeur. Votre invité, en tout cas, me fait grand plaisir par ses propos non conformistes. Ça nous change des radoteurs anti-inflation. Pas mal, votre disquaire joyeux, animateur musical est exact mais long. Oui, d'accord. Alors, écoutez, si vous nous aviez écouté, vous sauriez que cette mystérieuse Emmanuel Gave est entre autres la responsable de l'Institut des Libertés. De l'Institut des Libertés, voilà. Et je vous invite à aller voir le site www.institutdeslibertés.org. Radoteurs anti-inflation. Voilà, dans une émission récente de Radio Courtoisie, vous nous avez parlé du revenu universel. Vous avez proposé aux auditeurs intéressés de leur transmettre votre note à l'EPS consacrée au sujet. Nous dit un auditeur, titre du genre Utopie Bolcho-Bobo, alors c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Alors j'en ai envoyé effectivement beaucoup par courriel, monsieur, il faut dire courriel. Mais j'indiquais à l'instant que sur le site Liberpedia, vous allez sur l'index Revenu Universel, et je crois que tout en bas de note, vous trouverez un lien vers cet article qui s'appelle donc Revenu de base, le nouvel âge du bolchevisme mondain. Vous dites que le revenu universel n'est pas un concept libéral, nous dit un auditeur. Ce n'est pas exact. Le libéral François Fillon en avance sur tout le monde à instaurer le revenu universel depuis longtemps, en tout cas pour sa famille. Ah oui, c'était l'autre sujet d'actualité que nous n'aurons pas traité. Je ne sais pas si nous aurons le temps de le traiter. Je vous renvoie quand même juste à un article qui se trouve sur le site Vue du droit
un article de Régis de Castelnau qui s'appelle « Fillon, le prévisible chemin de croix » et qui est très intéressant parce qu'il nous montre un petit peu, alors bien évidemment il y a sans doute une grosse part qui est due à François Fillon, il n'y a pas de doute, mais l'affaire sortant maintenant, l'article arrive à montrer assez bien la probable machination, disons, qu'il y a derrière, surtout pour connaître la situation entre Pénélope Fillon et la Revue des Deux Mondes, il faut être vraiment au cœur de l'administration, disons, donc... voilà, et puis le Canard enchaîné s'est fait le relais, la justice a réagi ultra rapidement, disons, plus que jamais à cette... On sent le coup monter. Voilà, ça sent un petit peu le coup monter, mais l'article donne beaucoup de preuves, disons, là-dessus. Alors je ne me prononce pas pour ma part, bien évidemment, sur l'honnêteté de François Fillon dans l'affaire, mais enfin, voilà, le Canard enchaîné, comme on le sait, est un petit peu le radio-couloir de la fonction publique, disons, hein, c'est-à-dire que c'est les fonctionnaires qui envoient des nouvelles quand leur chef les embête. J'aime bien le lire, hein, enfin, disons, mais, même si je suis pas un lecteur très fidèle, mais enfin voilà, donc en l'occurrence, il a bien joué son rôle. Voilà, alors une auditrice par rapport à la liberté de circulation des personnes, combien de Français se sont installés à Londres, nous n'y répondrons pas aujourd'hui, mais je crois que c'est la 4e ville de France ou quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, ce que disait Boris Johnson. Voilà. Il y a une interview assez drôle qui est sur le net. Entrevue. Oui, et où il parle justement, il se dit le 4e maire français, puisque c'est la 4e ville, et probablement encore plus à l'heure actuelle, puisque ça date d'il y a 3 ans, donc... Oui, il faudrait revoir les chiffres. Et Hong Kong aussi, une communauté de Français qui ne fait que croître. Je crois que ce qui arrive à M. Fillon est en grande partie dû à sa volonté de vouloir redresser le pays, et notamment quand on pense à ces 500 000 fonctionnaires. C'est ce que dit l'article de Régis de Castelnau, c'est-à-dire il dit cette machination, c'est l'administration ne supporte pas finalement le programme de François Fillon et est prête à absolument tout pour... exact, parce qu'on apprend que la France a 6 millions presque de fonctionnaires, mais on ne compte pas les parents des fonctionnaires, ceux qui vivent de ce fonctionnaire, et donc ça fait une population excessivement nombreuse, et on peut comprendre que nous avons atteint un stade où le pouvoir de l'État est tel que la moindre tentation de revenir en arrière crée des inquiétudes d'une part et des désirs de revanche. Emmanuel Cave ? Alors, je sors du sujet complètement, je fais un putsch, parce qu'on a parlé de l'étalon or jusqu'à maintenant, et Fergan avait commencé à parler un petit peu de création monétaire. Alors allons-y. Pour les auditeurs qui nous suivraient et qui voudraient rester dans le sujet, donc on a parlé un peu de la monnaie et de l'étalon or, et j'aurais aimé revenir sur ce qu'est véritablement la création monétaire. Alors structurellement, vous aviez 2 façons de créer de la monnaie, je vais simplifier à dessein. La Banque centrale créait de la monnaie, elle l'a créée ex nihilo. Et puis vous aviez les banques commerciales dans notre système actuel qui créaient de l'endettement, qui faisaient des prêts, et ça permettait d'avoir des nouvelles liquidités, ce qui se traduisait en contrepartie donc par une augmentation de l'endettement. Normalement, une fois que la monnaie ou le crédit était créé, ça se diffusait dans l'économie réelle et ça augmentait le capital productif d'une nation, d'un pays. Ainsi, ensuite, en 3e partie, s'il vous restait encore des actifs, alors à ce moment-là, ça faisait monter votre immobilier, le marché de l'art, et ainsi de suite. Ce qui s'est passé, donc en fait, en pratique, ce qui se passait, c'est que si vous aviez trop de liquidités, vous aviez un marché haussier, et si vous n'en aviez pas assez, vous avez un marché baissier. Aujourd'hui, ce monde n'existe plus. Les banques se sont arrogé le droit d'endetter. Elles ont créé des liquidités. Les banques centrales, se rendant compte de la chose, se sont dit on doit absolument empêcher les actifs de baisser. Donc elles se sont mises à acheter des actifs directement et donc à maintenir un marché complètement artificiel. Ce faisant, les actifs n'allaient plus du tout à l'économie réelle, au capital productif. Ça permettait juste de tenir le prix des actifs. Donc on se retrouve aujourd'hui effectivement avec des prix d'immobilier complètement délirants, surtout dans les grandes villes, avec un marché de l'art qui est aussi
relativement bizarre. Et pour autant, même les œuvres sont bizarres. Même les œuvres sont bizarres. Et pour autant, les capacités de production françaises, c'est-à-dire le réoutillage, la réindustrialisation, les outils productifs de l'entrepreneur ne s'en sont pas retrouvés mieux parce que ces liquidités sont allées directement des banques de la création à la montée des actifs. Donc je comprends que dans un tel schéma, beaucoup de gens se disent pourquoi pas un retour à l'étalon or, sortons notre monnaie de cette kleptocratie, puisque de toute façon... Et de la gestion centralisée, disons. Et d'une gestion centralisée. Ah oui. C'est de bonne guerre, c'est une façon, comme disent les Américains, de voter avec ses pieds. Toutefois, comme on en a parlé tout à l'heure, revenir à l'étalon or a aussi énormément de points négatifs. Mais il faut quand même essayer de réfléchir à ce qu'est la monnaie. Et encore une fois, ça n'est pas parce que nous avons un système aujourd'hui qui est galvaudé qu'il faut jeter tout le système. Bien sûr, alors mes invités sont tous libéraux et de toute façon, Emmanuel Gave milite pour une administration rigoureuse, on va dire, de la monnaie et Fergan Ezziari pense pour sa part que seul le marché et la discipline concurrentielle amènera à cette gestion rigoureuse de la monnaie. Mais sur ces deux points, vous êtes d'accord, disons, sur ces deux points de vue. Fergan Ezziari. Je voudrais juste clarifier quelque chose. Je ne suis pas pour le retour à l'étalon or. C'est-à-dire que moi, je suis pour une concurrence monétaire. Ensuite, si du processus concurrentiel naît un étalon or, bon bah très bien, c'est le marché qui a fait son choix. Donc c'est la suppression du cours légal et du cours forcé. C'est ça exactement. Voilà, donc la réforme à mon avis qu'il faudrait mettre en place, c'est supprimons donc le cours légal, c'est-à-dire l'obligation des Européens de commercer en euros, et voyons ce qui émerge ensuite de cet ordre-là. Peut-être allons-nous revenir à des métaux précieux, peut-être allons-nous nous diriger vers les crypto-monnaies, je n'en sais absolument rien. Personne ne peut anticiper les résultats du marché, du processus concurrentiel. Une chose simplement, je doute que dans un marché concurrentiel, les monnaies dites fiat, fiduciaires officielles, pourront survivre. Parce que ce sont des monnaies qui sont inflationnistes par nature. Ce sont des monnaies qui sont émises par des banques centrales qui ont le monopole du faux monnayage. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça. Et je doute que les agents se dirigeront spontanément vers des monnaies dont la valeur se déprécie continuellement. Je pense que c'est un comportement qu'on ne verra pas ou peu. Et alors il y a quelques communautés qui s'amusent parfois à établir des monnaies fondantes, il y a des expériences sociales de ce côté-là, mais ce sont des expérimentations très marginales. De manière générale, peu de gens aujourd'hui aspirent à détenir de la monnaie qui font. Donc c'est pourquoi, c'était aussi pour répondre à la remarque de notre auditeur qui a critiqué les radoteurs anti-inflation. Je ne pense pas que l'inflation soit une préférence individuelle spontanée, en tout cas très partagée par les Français, même par les êtres humains de manière générale, puisque la monnaie précisément a été inventée pour avoir un pouvoir d'achat durable et fiable en attente. Vous savez ce que disait Rueff sur la monnaie? Il disait l'inflation, c'est de subventionner les dépenses qui ne rapportent rien avec de l'argent qui n'existe pas. Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, il y a une question d'un de nos auditeurs qui est: n'est-il pas stupéfiant que l'inflation soit considérée comme une technique normale de remboursement de dette publique? Si, bien sûr. C'est même d'ailleurs une des pires conséquences de l'administration par le pouvoir. Ça devient de la monnaie de singe. Parler de faux monnayage comme ça, c'est beaucoup plus, direct, plutôt que d'inventer des termes techniques pour justifier en fait qu'il n'est ni plus ni moins que du faux monnayage. Cela dit, pour revenir à l'étalon or, Philippe le Bel a dévalué 12 fois la monnaie avec un étalon or, roi faux monnayeur s'il en était. Donc, et c'était un étalon or. Donc l'idée que c'est la faute des fiat monnaies, c'était un étalon or. C'est lui qui a massacré, moins de ses descendants, qui a massacré les Lombards, les banquiers Lombards, je crois. Oui, entre autres. Et puis c'est un moyen aussi de ne pas rembourser ses dettes. Oui, ça c'est très bien fait au travers de l'histoire. Quand vous aviez un banquier un peu trop oppressant, vous l'accusiez de sorcellerie ou autre. Les Juifs en ont beaucoup souffert d'ailleurs. Ils étaient confinés, disons, à l'usure par les lois et derrière massacrés parce que les emprunteurs éventuellement. Oui, Fergan? Oui, il est tout à fait exact que l'étalon or en soi n'est pas la garantie absolue de l'absence d'arnaque. Ça, c'est évident. Il y a toujours eu des faux monnayeurs, des gens qui tentaient de rogner un peu les pièces pour les alléger. C'est le frais, c'est ce qu'on appelle l'usure comme ça de l'or. Exactement, tout à fait. Simplement, dans un processus concurrentiel où on n'avait pas de cours légal, de cours forcé, il est beaucoup plus facile de dénoncer les escrocs, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer dans un système concurrentiel qu'un émetteur
concurrents et intérêt à contrôler aussi ce que font les autres et de dénoncer les éventuelles malversations, les escroqueries pour discipliner les producteurs de monnaie. Or aujourd'hui, on a ce souci du cours légal qui fait que les producteurs de monnaie ne sont pas soumis à une discipline de marché parce qu'ils savent très bien que quoi qu'il arrive, les agents seront seront obligés d'accepter leur monnaie de singe. Voilà. Alors, une auditrice, je voudrais dire que cet étalon or est celui auquel on se réfère dès que les choses vont mal, puisque c'est l'or monte dès qu'on voit des désordres, c'est qu'il y a encore un rôle pour l'or. Oui, finalement, il reste l'étalon. Oui, Emmanuel Gard. C'est un système de confiance. Donc, à partir du moment, dès qu'on remarque au travers des cours de l'or, à chaque fois dans l'histoire, par exemple en 14, l'or a monté d'un coup. À chaque fois qu'un banquier central aux États-Unis spécifiquement part dans des dérives un petit peu comme sous Bernanke, l'or remonte aussi. C'est un facteur de confiance. C'est une façon pour l'utilisateur de se dire oulala, je ne sais pas ce qui se passe, j'achète de l'or. Et ça, il faut le garder, bien entendu. Absolument. C'est un facteur important. Même détaxer les achats d'or autant que possible, disons, pour que le thermomètre ait davantage de valeur, disons. Voilà. Après, il faut savoir qu'en termes de placement ou ainsi de suite, quand on le compare sur un siècle, ça fait beaucoup moins bien que des indices. Je suis désolée, je vais leur dire en anglais Standard & Poor's ou si ce qu'on appelle S&P. Ou même que des valeurs d'État. Mais comme j'ai coutume de le dire, la monnaie est l'or est une bonne monnaie, un mauvais investissement. C'est une bonne monnaie. C'est une bonne monnaie parce que ça conserve la valeur, parce qu'on n'a jamais vu un kilo d'or perdre un gramme d'or, et c'est un mauvais investissement parce qu'on n'a jamais vu un kilo d'or gagner un gramme d'or. Et en cas de guerre civile, en cas ainsi de suite, vous êtes rassuré. Tout à fait, oui. Alors, et la valeur de l'or varie aussi selon l'emploi qu'on en fait, qui est d'utiliser de l'or pour faire des objets, etc. Alors c'est pour ça que l'or a une valeur d'ailleurs, c'est parce que même les bijoux, parce qu'éventuellement les industries, la vallée du silicium en ont besoin pour les pattes de leurs microprocesseurs, etc. Mais c'est parce que même ceux qui n'apprécient pas l'or, finalement, savent que l'or est apprécié. Et a une valeur. Et a une valeur caractère non monétaire. Transformable, disons, il y a un caractère non monétaire, absolument, ce qui n'est pas le cas du Bitcoin. Une auditrice, à propos de ce que vous venez de dire, il y a erreur, il y a beaucoup de fonctionnaires qui ne votent pas à gauche, rectification votre honneur. Je n'ai pas le sentiment d'avoir entendu ça dans l'émission, mais enfin, on est d'accord. Oui, madame, d'ailleurs, je crois qu'il y avait plus de la moitié des fonctionnaires qui étaient contre le statut de la fonction publique. C'est ceux qui travaillent, en fait, ne supportent pas ceux qui ne travaillent pas. Donc, ils sont à peu près moitié-moitié. Il faut dire que ce statut remonte à 1945 et nous le devons à Maurice Thorez. Bien sûr, dans le gouvernement provisoire du général de Gaulle. Non ? Un auditeur, qu'en est-il de l'or actuellement ? A-t-il monté ou baissé ces 2 dernières années ? Quels sont les espoirs pour l'année ou les 2 années à venir ? Alors, nous ne sommes pas Madame Soleil, donc... Non, mais en général, donc si je reviens à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que l'or est une valeur refuge en cas de crise, ça va dépendre de ce qu'on espère ou pas de l'administration Trump. S'il arrive à garder une banque centrale indépendante et que le nouveau banquier central ne fait pas n'importe quoi, l'or, à mon avis, va pas très bien performer. Mais bon, ce n'est que mon avis. Alors, performer, c'est pas non, vous avez raison. Comme ça, oui. Je vous laisse vous débrouiller. Emmanuel Gard. Ah, j'ai ricané, zut. Alors, une auditrice, par quelle faille de notre mécanisme Nicolas Sarkozy a réussi à vendre 40% de notre réserve d'or par le fait du prince, en fait. Voilà, un auditeur, bravo pour cette émission et aux invités. J'avais beaucoup d'espoir en François Fillon. Il est plombé par les affaires et le corps social et électoral. Était là hostile à tout changement. Oui, on le regrette aussi, mais enfin voilà. Bon. Une auditrice, intéressante émission, mais mauvaise prononciation. On dit la guerre des bourgs, dit-elle. Bon, écoutez. Je crois qu'on disait pas nécessairement. Hein. Oui, il y a débat. On en reparlera dans la prochaine émission, alors, pour savoir précisément. Alors, Fergan Naziri. Oui, je voulais revenir sur le concept de banque centrale indépendante, qui, pour moi, a toujours été assez mystérieux, en fait, parce que c'est quand même, je crois, un peu un oxymore, c'est-à-dire que de manière générale, une banque centrale, elle est toujours plus ou moins dépendante du pouvoir politique. Oui, bien sûr. Les banquiers centraux en général sont des membres de la nomenclatura, donc ils se connaissent tous, c'est la même classe politique, ils se connaissent, ils sont copains. Et les banques centrales ont toujours historiquement agi dans le sens des intérêts des États pour augmenter leur capacité à se financer au détriment de leurs contribuables. On parlait d'ailleurs du fait qu'il n'y aurait jamais d'assouplissement quantitatif
Tout à fait. par l'euro, et puis on se rend compte que l'euro obéit. C'est quand même assez intéressant parce que les ordolibéraux eux-mêmes, effectivement, ils ont connu l'hyperinflation pendant l'Allemagne de Weimar, et donc ils se sont dit à ce moment-là, il nous faut une banque centrale vraiment indépendante. Mais lorsqu'on regarde le statut de la banque centrale allemande à l'époque, on remarque que dès 1922, on avait voté une loi qui permettait de conférer à la Reichsbank, la banque centrale allemande de l'époque, une certaine autonomie, ce qui n'a pas empêché l'hyperinflation des années 1923, entre autres choses. Parce qu'on avait les talons or. Parce qu'on avait les talons or. C'était indépendamment de l'indépendance de la dite banque centrale. C'est parce qu'on était dans un système étalon or partout, et du coup ça c'est rentré dans le mécanisme que j'ai décrit en début d'émission. Je considère que cet assouplissement quantitatif a été une catastrophe de type keynésien. Totalement. Et que la Banque centrale américaine a compris qu'il fallait le ralentir et l'arrêter, mais on voit la difficulté qu'il y a à remonter les taux d'intérêt à la suite de ça. Il y a eu dans les années 70, quand Volcker est arrivé, sa principale idée c'était de détruire l'inflation, casser les reins de l'inflation. Il y est très bien arrivé. Après, on a eu Greenspan qui a fait 1, 2, 3 mandats, qui au troisième a dit les États-Unis étaient attaqués, donc il s'est dit on va baisser les taux réels négatifs, on va faire des taux réels négatifs pour financer puisqu'il se pensait en guerre. Bon, en fait, pas du tout. Arrive Bernanke qui s'en sert, et les taux réels négatifs ont permis de faire toute cette histoire de subprime avec des financements à outrance, parce que les taux étaient très bas. Ça, il faut bien rendre à Bernanke ce qui est à Bernanke, c'est que c'était un banquier très inventif. Et il a fait des choses qui, honnêtement, que la monnaie réprouve, et qui ont fait aussi des choses de cataclysme. L'erreur était de Greenspan, en fait. Oui, mais c'était un consensus qu'en temps de guerre, puisque le 11 septembre, la guerre devait être financée par le pays et non pas par un impôt. Donc c'était pour ça qu'il avait baissé les taux, normalement, pour essayer de financer cette guerre, financer cette guerre par le pays. Alors, Jules, rapidement, un auditeur. En 1939, l'Allemagne est le pays le moins endetté des pays industrialisés. Cela gênait beaucoup la finance internationale, qui est la principale cause de la guerre contre l'Allemagne. Merci. Un auditeur, une banque centrale n'est jamais indépendante, elle dépend obligatoirement soit d'un État, soit de la fortune apatride. Peut-être pas un mot que j'aurais choisi. Anonyme et vagabonde que vous affectionnez, oui, pourquoi pas. La première solution est la seule valable. Donc de toute façon, une banque centrale n'est effectivement jamais indépendante, comme le syndicat de la magistrature peut pas être indépendant. Disons, à un moment ou à un autre, il faut bien qu'il y ait le pouvoir politique. Ce qui est certain, c'est que dans un système comme l'euro, par définition, où les taux de change sont bloqués puisqu'il n'y a plus de monnaie, enfin tout est bloqué, une banque centrale n'est pas indépendante ipso facto, elle n'a rien à faire. Enfin, aujourd'hui, la Banque de France, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle n'a rien à faire. Et il y a plusieurs banques centrales en plus. Donc aujourd'hui, la seule banque centrale dans notre continent européen, c'est la BNS, c'est la banque suisse. C'est la seule qui soit encore tort ou à raison. Je ne sais pas si la BNS en ce moment met une politique monétaire opportune, étant donné les taux d'intérêt négatifs qu'elle impose aussi aux épargnants suisses. Donc, c'est pas parce qu'elle est indépendante qu'elle est intelligente. Oui. Alors, une auditrice nous dit, comme toujours, une émission formidable, merci madame. Question, alors, dois-je acheter de l'or ou pas ? On ne sait pas. Qu'est-ce que... encore une fois, ça dépend pourquoi faire. Si c'est pour se rassurer et se dire que dans 10 ans, vous aurez toujours la même somme, oui. Si c'est pour spéculer en bourse ou pour vous dire que vous allez avoir mieux C'est-à-dire que l'or, c'est ce qu'on n'a pas toujours la même somme. Parce que l'or... vous aurez toujours le même poids d'or, disons. Alors ça, c'est une certitude. Ensuite... ça reflètera la valeur de la monnaie correspondante à ce poids d'or. Et effectivement, l'or, ça marche ce qu'on dit sur les marchés, si on short. Ça ne marche pas. Ça, c'est très anglais, ça même. Oui, mais je n'ai pas de... D'accord. Mais on ne peut pas jouer une position longue sur l'or. Vous vous retrouvez toujours... Alors, par rapport à des obligations d'État, à mon avis, ça fera mieux vu nos États demain. Mais si vous achetez, par exemple, des valeurs boursières, un panier de valeurs boursières, je ne sais pas, du L'Oréal, du Nestlé ou des choses comme ça, sur le long terme, vous ferez mieux avec des valeurs boursières, quelles qu'elles soient, familiales, qu'avec de l'or. Voilà. D'accord, elle nous pose depuis 1914, c'est ce qu'on a comme chiffre. Disons, quand on a de grosses incertitudes et surtout quand on pense que tout va s'effondrer, on a toujours intérêt... c'est sûr que si vous vivez en Pologne et que vous vous retrouvez entre l'Allemagne et vous voulez peut-être avoir de l'or, pouvoir partir vite. Voilà, mais il faut bien le cacher parce que le problème c'est que... c'est lourd. Ensuite, voilà. Et si on le met dans une banque aujourd'hui, on ne sait pas si on ne va pas se le faire... il existe des banques qui n'appliquent pas les réserves fractionnaires, qui sont plus sécurisées que d'autres, éventuellement.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est si l'État veut mettre la main sur les dépôts qui se trouvent dans les banques, disant vous retrouvez Grosjean comme devant, de toute façon. Voilà. J'ai écouté sur YouTube que la Suisse transférait son or à cause d'un risque de guerre, nous dit toujours cette auditrice. Êtes-vous au courant de cela? Merci mademoiselle, merci messieurs, merci Radio Courtoisie. Il y a beaucoup de bouteillons toujours qui circulent sur l'or, on transfère des choses, c'est l'or des nazis, enfin il y a beaucoup d'histoires, c'est vrai, ça fait rêver, c'est un peu... donc il faut être quand même un peu prudent quand on... Je n'ai pas l'information sur la Suisse, mais... ça alimente beaucoup de fantasmes. Ça alimente beaucoup de fantasmes. Un auditeur, existe-t-il une SICAV monétaire permettant de changer son salaire en or et en or son salaire, de telle sorte que détenir un minimum de monnaie que les États ne cessent de dévaluer? Oui, alors je crois qu'il existe des choses de plus en plus. Oui, il y a beaucoup de comptes qui délivrent, des banques qui délivrent des comptes courants, des comptes courants libellés en métaux précieux, en or. Ça existe pas mal en Suisse, il me semble. Donc, ce qui est pratique si vous voulez avoir des métaux précieux avec la même liquidité qu'un compte courant, de manière générale. Une autre observation à faire, c'est que le franc suisse est pratiquement comme de l'or. Quand on voit comment il est remonté et la façon dont les Suisses ont réussi à rester compétitifs malgré cette hausse, on s'aperçoit que c'est une gestion absolument exemplaire. Alors, un tout petit peu hors sujet, vous parlez de 6 millions de fonctionnaires, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il y a derrière. Dans les fonctionnaires, il y a aussi l'éducation nationale, la santé, la police, les fonctionnaires communautaires. On s'en rend très bien compte, madame. Et la seule chose, c'est qu'on voit que l'Allemagne arrive à très très bien faire tout ça avec 1,6 million de fonctionnaires de moins que les Français, qui en ont donc 5,7 millions. Et l'Angleterre. Si on rapporte la population de l'Allemagne à la population de la France, bien sûr, donc c'est vraiment un calcul très exact. Donc ça veut dire que plutôt que d'avoir 5,7 millions de fonctionnaires, nous aurions 4,1 millions de fonctionnaires. Donc ça ferait quand même une énorme différence. Et avec 500 000 ou 600 000 fonctionnaires, François Fillon... Notamment, l'Allemagne n'a pas la caisse des dépôts et consignations, qui représente une fortune énorme dans les mains de l'État. Et qui devient... sont des choses absolument inouïes. Bien sûr, qui devient désormais d'ailleurs un petit peu à travers la Banque publique d'investissement, le seul capital risqueur français, ce qui est un petit peu triste, ou en tout cas ça devient le seul aval du capital risque en France. Un auditeur, je veux revenir sur le mot revenu universel, c'est un terme inapproprié car en bon français un revenu est soumis à charges patronales et salariales, il s'agit d'une subvention n'est pas soumise à cotisation, peut être affectée à n'importe quel poste, le mot subvention est donc plus approprié, alors tout à fait, oui. D'ailleurs dans mon article je parle du fait que un revenu est ce qui revient, donc qui revient après un travail ou un investissement, donc on ne peut pas appeler ça revenu de base ou d'existence, etc. C'est un venu, mais le problème c'est que c'est venu de nulle part et qu'on ne sait pas... voilà, donc... nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que ce débat vous aura passionné. Bien évidemment, il n'était pas prévu qu'il y ait un vainqueur ou un vaincu, puisque ce n'est pas un combat de boxe et ça ne se fait pas par étourdissement, on va dire. Donc voilà, il n'y a pas non plus de vote comme à l'issue des primaires, disons, savoir qui a gagné. Mais c'est un éternel débat entre libéraux. Et j'espère que cette émission vous aura beaucoup intéressé. Il y en aura peut-être d'autres d'ailleurs, avec d'autres invités, toujours sur un sujet de la monnaie, sujet passionnant. Alors je remercie tous nos auditeurs, je remercie mes invités Emmanuel Gave, Fred Aftalion et Fergan Aziari. Le thème de l'émission du jour était la monnaie, privilège régalien ou marchandise concurrentielle. Je remercie Jacqueline Balestier qui m'aide à préparer toutes ces émissions. Je remercie Benoît à la réalisation. Je remercie Amandine et Anne-Laure au secrétariat, ainsi que Micheline et tous les personnels bénévoles de Radio Courtoisie. Et je vous donne rendez-vous mercredi 1er mars pour une nouvelle émission dont je n'ai pas encore le thème et l'invité. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Courtoisie.